Et comment ça va? En 1990, Christopher impressionne tous les professeurs de l'école en achevant un test qu'Einstein avait mis 3 jours à terminer, et cela en seulement quelques heures. Sa sœur aînée, Michelle, remarque qu'il pourrait entrer à l'université plus tôt, mais il n'est pas certain de le vouloir. En sortant, un soldat voit que Christopher porte un robot de dessin animé sur son t-shirt et le réprimande en l'avertissant que la guerre est proche. Le robot sur le t-shirt est Cosmo, le protagoniste d'un dessin animé populaire. Cependant, avec la montée du sentiment anti-robot dans le pays, le programme est annulé. Les robots ont été développés pour la première fois par Walt Disney pour ses parcs en 1955, puis ont commencé à être produits en masse, devenant la principale force de travail dans le monde. Pendant des années, ils ont travaillé sans problème, mais ils ont fini par se lasser et se sont révoltés. Les robots ont réclamé leurs propres droits et ont organisé des manifestations dans le monde entier menées par Mr. Peanut. Les débats n'ont pas abouti et une guerre entre humains et robots a rapidement éclaté. Toute personne qui gardait un robot chez elle était considérée comme traître. La guerre ne se présentait pas bien pour les humains et le sergent John est apparu à la télévision pour en expliquer la raison. Les robots ne mangent pas, ne dorment pas et ne clignent pas des yeux. Pendant 2 ans, l'humanité a continué de se battre pour ne perdre qu'à maintes reprises. Un jour, le fondateur de Centre Technology, Ethan, a inventé le Neurocaster, un dispositif qui connecte l'esprit humain à des corps de drones. Désormais, les humains pouvaient affronter l'armée robotique sur un pied d'égalité. Et en seulement 2 semaines, la guerre a pris fin. Les humains ont gagné et le colonel Bradbury a été déclaré grand héros. Peanut a rencontré Clinton et Ethan pour signer le traité de reddition, tandis que plus de 6000 robots ont été enfermés dans la zone d'exclusion en plein désert. Quelque temps plus tard, Ethan a lancé une version plus petite du Neurocaster, destinée à un usage domestique. Ce modèle permettait aux gens de scinder leur esprit pour travailler et se divertir en même temps. En 1994, Michelle était chez elle et tentait de retirer le moniteur à sa cheville, mais elle a dû cacher ses outils. Lorsque Ted est entré en utilisant un Neurocaster, il l'a réprimandé pour son comportement et lui a rappelé que même si elle s'était enfuie de toutes ses précédentes familles d'accueil, il ne le tolérerait pas cette fois-ci. Michelle a réagi en désignant la pile de choses qu'il accumulait, rappelant qu'emporter des objets depuis la zone d'exclusion était illégal. Ensuite, elle est partie en cours où l'enseignante était présente via une combinaison Neurocaster. Tous les élèves ont dû enfiler leur casque et lorsque Michelle a refusé, elle a été envoyée chez la directrice. La directrice a remarqué dans le dossier de Michelle qu'elle avait perdu toute sa famille et a supposé que c'était à cause de la guerre. Michelle a dû préciser qu'en réalité, c'était un accident de voiture. La directrice a alors expliqué que la neurothérapie pouvait l'aider à oublier pendant quelques heures. Cela a fait ressurgir chez Michelle le souvenir d'un moment où elle jouait sur la plage avec son frère. Ce jour-là, il a fait une crise de panique et elle l'a réconforté. Pourtant, Michelle a encore refusé de mettre le casque et est rentrée chez elle. Cette nuit-là, elle a rêvé de l'accident de voiture qui a tué sa famille. Elle s'était réveillée à l'hôpital et un médecin l'observait, mais elle ne parvenait pas à se rappeler son visage. Dans le présent, Michelle s'est réveillée en sursaut à cause d'un bruit dehors. En regardant par la fenêtre, elle a vu une ombre se déplacer dans son jardin. Alors, elle a attrapé une lampe de poche et est sortie pour vérifier. Soudain, elle a aperçu un œil se refléter dans une bouteille avant qu'une table ne tombe, la terrifiant et la faisant courir à l'intérieur. Elle a essayé d'avertir Ted de l'intrus, mais il était immergé dans l'univers du Neurocaster. Lorsque l'inconnu est entré dans la maison, Michelle a couru se cacher sous le lit. Cependant, l'intrus était un robot et a facilement soulevé le lit, la regardant avec le visage de Cosmo. Michelle s'est enfuie dans un coin de la chambre et a tenté de communiquer avec Cosmo, qui a fait quelques gestes indiquant qu'il était à sa recherche. Ce robot ne pouvait pas parler et a ouvert sa propre tête pour que Michelle répare son circuit vocal. Malheureusement, il ne possédait que quelques phrases pré-enregistrées. Alors, Cosmo prend une photo des frères et la montre en pointant vers lui et Christopher, insinuant qu'ils sont la même personne. Michelle ne le croit pas et arrache la photo de ses mains, le faisant tomber contre les étagères. Le bruit réveille Ted qui entre dans la chambre et trouve Cosmo. Il accuse Michelle et lui crie dessus, provoquant une dispute qui se termine quand Ted la pousse contre le robot. Cosmo reproduit le même geste que Christopher avait l'habitude de faire, persuadant Michelle de son histoire avant de projeter Ted contre le mur. Furieux, Ted saisit un club de golf et tente de frapper Cosmo qui le brise et repousse Ted encore. Ted saigne et court appeler les urgences, avant
avant que Michel ne l'électrocute au taser jusqu'à l'évanouissement. Ensuite, Michel et Cosmo prennent la voiture de Ted et le robot retire aisément le moniteur à la cheville de Michel. Ne sachant pas conduire, elle improvise quand Ted les poursuit via le Neurocaster. La voiture le renverse et ils parviennent à fuir. Au matin, la voiture s'arrête au milieu de la route à cause d'un pneu crevé. Michel vérifie le coffre pour prendre la roue de secours, mais elle est aussi inutilisable. Elle bombarde Cosmo de questions et il explique que Christopher est vivant quelque part et le contrôle à distance. Quand Michel demande comment trouver son frère, Cosmo pointe le logo de centre sur un panneau. Grâce à une canette de soda et quelques gestes, Cosmo mentionne un docteur portant des lunettes et Michel se souvient de son réveil après l'accident. Elle se remémore le visage du docteur Amherst et la façon dont il lui a annoncé que Christopher était décédé à l'hôpital. Michel prend une carte et Cosmo désigne un endroit au cœur de la zone d'exclusion. Ils ont besoin d'un plan pour y entrer et Michel se souvient des objets illégaux que Ted achetait. Dans le coffre, il découvre un colis portant l'adresse postale de l'expéditeur au Nouveau-Mexique. Il décide de trouver cette personne qui saurait comment accéder à la zone. Le duo se cache dans un train pour la moitié du trajet et poursuit à pied. En fin d'après-midi, Michel s'arrête dans une boutique pour acheter de la nourriture et en sortant, aperçoit un camion approchant. Elle entraîne Cosmo dans une ruelle pour se cacher. Le conducteur John ouvre la boîte postale que le duo cherchait et en retire une liasse d'argent. Peu après, un homme apparaît via son Neurocaster pour acheter une arme à John. Soudain, il braque l'arme sur John et le menace de tirer, mais subit un choc électrique qui désactive son Neurocaster. L'auteur de cet assaut est Herman, le robot partenaire de John, qui l'aide à déplacer la machine hors service en parlant de la démonter. Distrait, il ne remarque pas Michel et Cosmo se cachant à l'arrière du camion. Pendant ce temps, Bradbury découvre la voiture abandonnée de Ted. Le jour suivant, le camion atteint une vieille mine près de la zone d'exclusion. John et Herman y transportent leurs dernières acquisitions, sans se douter que Michel et Cosmo sont cachés dans une caisse. Tandis que John et Herman débattent de câbles manquants, Michel tente de profiter de la distraction pour avancer discrètement. Mais Cosmo active accidentellement un poisson chantant, révélant leur présence. Quand John et Herman les encerclent, Michel explique qu'elle veut seulement un guide pour entrer dans la zone d'exclusion, mais John la juge folle. À cet instant, l'ascenseur monte et John conclut que quelqu'un les suit, alors tous se cachent. Quand l'ascenseur redescend, Bradbury apparaît. Il annonce que ce lieu est désormais sous la juridiction de la force spéciale de neutralisation des robots et ordonne à John et Michel de lever les mains. John tente de faire passer Michel pour sa sœur, mais Bradbury la reconnaît et la déclare arrêtée. Herman essaie de toucher Bradbury avec son rayon électrique, mais Bradbury l'anticipe et utilise John comme bouclier. Il ouvre le feu, détruisant une grande partie de l'endroit et tous fuient à nouveau. Quand il accule les robots, Michel surgit et frappe son bras avec un extincteur, mais Bradbury s'en empare rapidement et le détruit. Alors que la pièce se remplit de fumée, Michel applaudit pour éteindre les lumières. Soudain, les poissons décoratifs se remettent à chanter et distraînent Bradbury, donnant à John l'occasion de lui tirer dans le dos. Cependant, les balles n'affectent pas le corps du Neurocaster et Bradbury détruit l'arme avant d'attraper John par le cou. Voulant le sauver, Michel et Cosmo se rendent. Après avoir projeté John au loin, Bradbury avance vers le duo, expliquant que Cosmo est sur la liste pour être désactivé. À ce moment, Herman fait tomber une gigantesque pince de grue sur Bradbury pour le capturer. Le groupe saute alors dans un wagonnet de mine pour s'enfuir, mais John met trop de temps à trouver la bonne clé, ce qui laisse à Bradbury le temps de s'échapper. Il tire sur le wagonnet pour le faire chuter et tente aussi de toucher Cosmo, mais Herman le désarme encore. Les deux robots entament alors un combat contre lui. Michel trouve un tracteur et plaque Bradbury contre le mur avec, faisant tomber quelques rochers qui l'ensevelissent également. La mine commence à s'effondrer lentement, forçant le groupe à fuir pour survivre. En voyant sa maison en ruine, John hurle de frustration et tient Michel pour responsable de tout gâcher. Il est cependant interrompu par des bruits étranges à proximité, incitant tout le monde à se cacher dans une grotte pour observer des robots récupérateurs cherchant des pièces afin de se réparer. Dès que John entrevoit une occasion, il sort et détruit l'un de ces robots pour accéder à son garage. Là, il garde un van et une combinaison qu'Herman utilise pour grandir. Après de vifs débats, Michel convainc John de l'aider. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent tous dans le van que Herman soulève avec son exosquelette. Ils pénètrent la zone d'exclusion où Michel aperçoit de nombreux robots détruits. En chemin, John raconte
comment il a rencontré Herman. Pendant la guerre, son escouade a perdu une bataille et a été encerclée. Les soldats devaient être exécutés par les robots, mais Herman a vu John en pleurs et l'a sauvé plutôt que de l'abattre. Quelques jours plus tard, les drones de Centre les ont trouvés et ont refusé d'écouter John lorsqu'il tentait d'expliquer que Herman était pacifique, les forçant tous deux à fuir pour échapper à la mort. Pendant ce temps, Ethan utilise son Neurocaster pour revivre un souvenir de sa mère décédée, mais l'appareil commence à défaillir et il doit l'éteindre. Fou de rage, il hurle sur ses scientifiques et exige de savoir ce qui se passe avec les systèmes de l'entreprise. Les ingénieurs finissent par admettre que Christopher s'est échappé. S'ils ne le retrouvent pas avant vendredi, toute la société s'effondrera. Désespéré, Ethan retrouve plus tard Bradbury dans le monde virtuel. Il sait que Cosmo figure sur la liste de cibles de Bradbury et lui propose un marché. Au lieu de livrer Cosmo aux autorités, Ethan veut qu'il soit conduit dans son entreprise. Dans la mine, le Neurocaster de Bradbury se réactive. Dans le désert, le groupe discute de l'idée d'entrer dans un centre commercial abandonné pour trouver de la nourriture. Un robot les aperçoit et leur jette un réfrigérateur brisant le pare-brise du van. Herman tente de fuir, mais l'adversaire redouble d'attaques et le fait tomber. Le van se renverse et le groupe est aussitôt encerclé par des robots qui les capturent et les emmènent à l'intérieur du centre commercial. Une véritable société robotique y prospère, allant de modèles de divertissement à de simples appareils ménagers. Dehors, un robot géant les observe à travers la vitre. Mr. Peanut arrive et s'excuse de les avoir capturés, expliquant que ses congénères les prenaient pour de dangereux pillages. Quand Michel explique sa situation, Peanut révèle que le Dr. Amherst a visité cet endroit une fois et qu'il possède un doctorat en interaction homme-machine. Peanut est rapidement expulsé, le docteur, donc il ne sait pas où il se trouve désormais. Michel souhaite partir pour poursuivre ses recherches, mais John lui rappelle à quel point la nuit peut être dangereuse et parvient à la convaincre d'attendre jusqu'au matin. Michel repense en particulier au dernier Noël passé avec Christopher et à quel point elle l'a peu vu après son entrée à l'université. Ce souvenir la fait pleurer et Cosmo la réconforte avant de lancer le dessin animé que les deux regardaient ensemble. Bientôt, plusieurs autres robots se joignent à la projection, attirant l'attention de Peanut. Plus tard, alors que tout le monde dort, ils sont brutalement réveillés par un robot de facteur qui demande où se trouve Christopher. Cosmo lève la main et le robot lui tend une carte postale que Amherst lui a laissée. Sur la carte figure une adresse et une note précisant qu'Amherst l'attendra là-bas. Le problème, c'est que cette destination se trouve en territoire pillard, inaccessible sans un plan. Peanut entend toute la conversation et leur présente un robot d'entraînement qui tombe en panne en voulant expliquer comment combattre les maraudeurs. John suppose qu'il sera un fardeau, mais le robot l'impressionne en lançant des balles de baseball à très grande vitesse. Au lever du jour, Bradbury arrive dans la zone d'exclusion et observe le centre commercial de loin, remarquant que le groupe s'en va dans la voiture de Peanut. Il passe la journée à conduire et à la tombée de la nuit atteignent un parc d'attractions abandonné où l'adresse était censée se trouver. Michel aperçoit des lumières dans l'une des attractions et conclut que quelqu'un doit être dans les parages. Soudain, une gigantesque tête de clown s'active et des robots effrayants surgissent autour des héros. Le groupe se met aussitôt à courir tout en tirant sur tout ennemi qui s'approche trop. Peanut tente de communiquer, mais ces robots terrifiants ne font que grogner. Le groupe atteint le bâtiment éclairé et découvre que ses portes sont factices. Les robots se rapprochent et personne ne sait quoi faire. Soudain, davantage de lumière s'allume dans le parc et une musique retentit dans les haut-parleurs pendant que des statues libèrent des flammes. Effrayés, les robots reculent avant qu'une porte secrète ne s'ouvre sous le groupe, les faisant glisser dans un tunnel caché. Au fond d'une salle souterraine, ils tombent enfin sur Amherst, qui s'enthousiasme en voyant la carte postale dans la main de Cosmo. Michel le bouscule aussitôt et exige de savoir où se trouve Christopher. Amherst révèle alors que le garçon est dans les laboratoires de Sentry à Seattle. Après l'accident, Christopher a subi quelques examens de routine et l'IRM a alerté l'hôpital sur ses capacités spéciales. Il représentait exactement ce dont on avait besoin pour gagner la guerre. Alors, le docteur a permis à Sentry de l'emmener et a menti à Michel au sujet de sa mort. Amherst active ensuite un ordinateur qui diffuse la vidéo d'une expérience. Christopher était dans le coma, jugé permanent, et on a connecté son cerveau au réseau Neurocaster pour le maintenir en activité. Amherst dit ne pas en être fier, mais estime que c'était nécessaire pour sauver le monde.
13 mois après le début de l'expérience, Christopher est sorti du coma et Amherst a voulu le débrancher. Pourtant, Ethan a refusé et l'a menacé de mort s'il tentait quoi que ce soit. Le docteur a donc choisi de fuir, mais avant de partir, il a établi un léger lien entre Christopher et le réseau externe. Il lui a aussi indiqué l'emplacement du centre commercial pour qu'il puisse trouver une nouvelle famille parmi les robots. Michel proteste qu'il avait déjà une famille et John assène un coup de poing à Amherst pour la défendre. À cet instant, Bradbury surgit à l'extérieur et tire sur l'entrée pour ouvrir un passage dans le tunnel. Il y glisse et trouve la pièce vide. Les lumières s'éteignent soudain et Peanut attaque Bradbury par derrière, le projetant contre une grille électrique. Celui-ci lâche son arme mais parvient à repousser Peanut et à se ressaisir. Un combat s'engage. Peanut dégaine une épée dissimulée dans sa canne, mais Bradbury reste plus fort et le domine aisément. Le reste du groupe tente de fuir discrètement, mais s'immobilise en entendant un bruit inattendu. Une escouade de soldats Neurocasters apparaît alors dans les airs et atterrit tout autour des héros, leur ordonnant de se rendre. Le robot d'entraînement réagit en lançant des balles avec une telle puissance qu'il réussit à briser certains casques. Observant la scène depuis ses caméras, Ethan ordonne de capturer Cosmo, quitte à abattre les autres si nécessaire. Cosmo lance une balle pour distraire un soldat et Michel surgit derrière lui, aspergeant de peinture son hélice jusqu'à ce qu'il s'écrase au plafond. Lorsqu'un deuxième soldat essaie de la saisir, Amherst tire et dit au duo qu'il connaît une issue. John et les autres robots continuent de combattre le reste de la troupe, les neutralisant avec des armes improvisées. Dans la salle souterraine, Bradbury arrache le chapeau de Peanut et l'accuse d'avoir rompu le traité, affirmant que sa famille en paiera le prix. Au même moment, plusieurs soldats envahissent le centre commercial. Bradbury sort alors et commence à tirer sur les attractions au hasard. Amherst ordonne à ses amis de fuir, puis s'avance pour négocier avec Bradbury, le provoquant de tirer. Bradbury hésite à tuer un autre humain, mais Ethan prend le contrôle d'un Neurocaster et abat Amherst. Le docteur s'écroule sur les décombres et meurt lorsqu'une barre métallique le transperce. Michel et Cosmo tentent de fuir, mais ils se retrouvent cernés par des soldats. L'un d'eux saisit Michel pendant qu'un autre attrape Cosmo et s'envole au loin. Bradbury tire sur le Neurocaster qui retenait Michel et lui ordonne de rentrer chez elle, puis s'envole à son tour. Le lendemain matin, le groupe revient au centre commercial, qu'il trouve en ruine, la plupart des robots étant détruits. Pendant ce temps, Cosmo est transféré au laboratoire de centre pour être réuni avec le corps de Christopher. Lorsqu'Ethan le connecte au système, Bradbury découvre qu'on l'a trompé et que Cosmo n'est pas qu'un simple robot. Il se met alors en colère d'avoir été envoyé pour traquer un enfant. Ethan lui rappelle que cet enfant l'a aidé à remporter la guerre et que des sacrifices sont nécessaires à l'évolution d'une espèce. De retour au centre commercial, John dit à Michel qu'elle ne doit pas renoncer et qu'il l'aidera si elle veut continuer à se battre. Michel vérifie ensuite l'ordinateur d'Amherst et confirme qu'il contient les codes pour quitter la zone d'exclusion ainsi que l'emplacement du laboratoire de Seattle. L'ordinateur précise aussi que si Christopher est débranché, tout le système Neurocaster et l'entreprise elle-même s'effondreront. C'est alors que Peanut revient et rappelle à Michel qu'il a signé un traité pour assurer la paix. Elle le convainc de changer d'avis en soulignant que l'attaque contre le centre commercial prouve la fin de ce traité. Grâce à plusieurs camions abandonnés, John, Michel et tous les robots survivants quittent le désert et se dirigent vers Seattle. Herman déniche même une nouvelle armure géante et se met à lancer divers objets contre les laboratoires de centre, fissurant leurs vitres. Ethan envoie immédiatement tous ses soldats à l'extérieur. Herman et John courent pour les attirer et ainsi créer une ouverture pour Michel et l'ordinateur d'Amherst qui réussissent à pénétrer dans le bâtiment. John tire sur les soldats qui affluent tandis que Herman les écrase à coups de ses immenses mains. Cependant, l'un des Neurocasters se fait exploser, renversant l'armure de protection d'Herman. Lorsqu'un soldat s'en prend à John, Herman révèle qu'il possède un second exosquelette sous le premier et sauve son ami, leur permettant de continuer à fuir. Quand la force d'intervention s'éloigne assez, le reste des robots se joint aussi au combat, ce que Bradbury observe via les caméras. Furieux, Ethan se précipite dans son bureau pour mettre un casque secret, lui permettant de contrôler un Neurocaster spécial. Puis, il rejoint la bataille et terrasse la plupart des robots sans difficulté. Dans le laboratoire principal, l'ordinateur d'Amherst prétend être un robot fou et violent afin d'effrayer les scientifiques et de les faire fuir. Michel constate que
que son frère est toujours en vie, mais qu'elle devra utiliser un Neurocaster pour lui parler. Pendant ce temps, Bradbury s'en va et indique à Peanut où trouver Ethan en remarquant qu'il a enfin rencontré quelqu'un de moins humain qu'un robot. Il débranche alors son propre Neurocaster, quittant définitivement la guerre. Lorsque Michelle enfile le casque, elle se retrouve plongée dans le souvenir du dernier Noël passé avec son frère. Elle annonce à Christopher vouloir le sauver, mais il explique que son corps est trop affaibli et que le débrancher le tuera. Malgré tout, il ne veut pas vivre éternellement de cette manière et supplie sa sœur de le faire quand même. Entre-temps, Ethan détruit l'armure finale d'Herman. Le petit robot est aussi blessé et John se précipite pour l'aider, mais il est déjà trop tard. C'est alors qu'Ethan croise Peanut qui déclare vouloir renégocier le traité. Dans le laboratoire, Michelle refuse de déconnecter son frère, ne voulant pas le perdre une nouvelle fois. Christopher assure qu'il ne ressent plus rien depuis des années et qu'on ne peut plus le sauver, tout en rappelant à sa sœur que ses amis ont encore besoin d'aide. Après de longues larmes, Michelle fait ses adieux à Christopher et revient dans le monde réel pour enfin l'éteindre. Tous les Neurocasters s'effondrent instantanément et les robots célèbrent leur victoire. John est encore sous le choc de la perte de Herman, mais soudain, la tête de ce dernier s'ouvre et révèle un mini-robot à l'intérieur. Le chaos se répand dans le monde entier quand tous les ordinateurs cessent de fonctionner. Les médias commencent à rapporter les expériences menées par Centre sur un enfant humain et Ethan est arrêté. La population exige alors la fin de la zone d'exclusion. Dans le désert, John et les robots aident Michelle à enregistrer une vidéo où elle exhorte chacun à abandonner les casques et à profiter à nouveau du monde réel. Pendant ce temps, Cosmo est jeté aux ordures, mais sa tête bouge soudainement. Ainsi se conclut The Electric State, un film de science-fiction et d'aventure sorti en 2025. Et moi, je vous attends pour la prochaine vidéo.